Voilà, et on accueille maintenant le président du Sénat, M. Gérard Larcher. C'est à vous. On a commencé la matinée avec Bernard Delcros, le président de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales. Et on a eu un débat très, très dense, vous imaginez, sur les finances locales. À ce moment, eh bien, à quelques mois des municipales et des enjeux qui sont devant nous, devant les équipes qui sont en charge des communes et des intercos. Bien, mes chers collègues, je viens de rencontrer le président de l'Association des maires de France, votre président à tous, David Lisnard. Je voudrais saluer, mesdames et messieurs les membres, vice-présidents et membres du bureau de l'Association des maires de France que je vois devant moi. Je voudrais saluer mes collègues parlementaires qui sont là et surtout saluer mes collègues maires, présidents d'intercommunalités, de métropole et d'outre-mer. Je saluer tous les intervenants que je viens d'entendre, et je pense aux deux conclusions qui ont été données, cher Antoine Homé et Emmanuel Sélabari, et vous saluez tous, mes chers collègues, mesdames et messieurs. Permettez-moi tout d'abord de vous dire combien je suis heureux de me retrouver parmi vous ce matin pour ce 107e congrès des maires et présidents d'intercommunalité. Un rendez-vous incontournable, auquel je suis fidèle, vous le savez, pour plusieurs raisons. D'abord parce que le Sénat, c'est l'article 24 de notre Constitution, représente les collectivités territoriales. Mais aussi car ce congrès est l'occasion de rencontrer ici et au Sénat, nous aurons à ce soir accueillir 9000 élus, l'ensemble des maires et présidents d'intercommunalités de métropole et d'outre-mer, et de prendre le pouls de la situation de nos territoires dans leur diversité. Mes chers collègues, je sais qu'en ce mois de novembre, alors que vous préparez vos budgets pour l'année prochaine et que se rapprochent les élections municipales, l'instabilité actuelle vous inquiète. En effet, depuis plus de 16 mois, notre pays est confronté à une vague d'incertitudes. Et je conçois que les débats actuels autour du projet de loi de finances suscitent interrogations, voire appréhension. C'est pourquoi j'ai souhaité venir m'exprimer devant vous ce matin dans le cadre de votre débat sur les finances locales. Ça m'apparaît être, Monsieur le Président, la priorité du moment. Les finances publiques. Mon objectif, ce n'est pas de vous raconter un conte de fées, il y en a d'autres qui sont spécialisés dans cela, mais de vous dire deux choses. D'abord, mes chers collègues, de vous tenir un discours de vérité. Oui, la situation de notre pays est préoccupante, et elle l'est encore plus à l'occasion du projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. En effet, je pense que ce n'est pas de plus de taxes dont notre pays a d'abord besoin. Rappelons-nous que nous sommes les champions du monde des prélèvements obligatoires. Nous avons d'abord besoin de moins de dépenses publiques. Les Français sont sensibles à la question de l'équité fiscale, je le suis également. En cette période difficile, chacun est appelé à faire un effort. Par ailleurs, nous devons préserver la compétitivité de nos entreprises qui investissent, créent de l'emploi et de la richesse dans nos territoires, permettent en retour de financer le modèle social auquel nous sommes collectivement attachés. Car augmenter les prélèvements sans diminuer la dépense publique, c'est ce que nous faisons depuis trop longtemps, depuis très longtemps, et c'est mettre un pansement sans traiter la blessure, c'est le vétérinaire qui vous dit ça. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous le permettre avec plus de 3 400 milliards de dettes et un déficit qui atteint cette année 5,4% du produit intérieur brut. Nous sommes, mes chers collègues, sous la double menace, celle des agences de notation, avec la hausse des taux que cela engendre, et celle liée à la procédure de déficit excessif engagée contre la France par la Commission européenne. Nous nous sommes engagés, et je le dis devant un élu alsacien, nous nous sommes engagés à Strasbourg, à Bruxelles, à être à 3% en 2029. Nous sommes déjà les derniers de la classe. Le Portugal est passé devant nous, ils sont en excédent budgétaire. L'Espagne est passée devant nous, l'Italie est passée devant nous. Et depuis quelques jours, la Grèce nous rembourse en anticipation pour aider nos finances. Voilà la réalité, mes chers collègues.
Alors oui, tout le monde va devoir faire des efforts pour participer à cette diminution de la dépense publique. En tout premier lieu, l'État. J'insiste là-dessus car c'est bien l'État qui est responsable de 90% du déficit. Et quand je parle de l'État, je pense aussi, je vais choquer peut-être certains d'entre vous, à la myriade d'agences en tout genre qui souvent doublonnent un travail qui est déjà fait par des agences territoriales. Nous devons aussi réaliser des efforts dans le domaine de la sécurité sociale. Nous avons entamé le budget hier après-midi au Sénat, qui voit son déficit se creuser, qui atteindra 23 milliards en fin d'année, et les propositions de l'Assemblée nationale telles qu'elles sont, puisque le texte nous a été transmis inachevé, nous amèneraient à plus de 24 milliards pour l'année prochaine. C'est dans ce contexte que les collectivités vont être amenées à participer à cet effort de redressement de nos comptes publics. Donc oui, il est important pour moi de vous tenir ce discours de vérité. Et en même temps, je voudrais quelque part un peu tenir un discours rassurant. En effet, nous estimons au Sénat que l'effort qui vous est demandé doit être raisonnable et ne pas empêcher le bon exercice de vos missions. C'est pourquoi j'ai indiqué à plusieurs reprises que la proposition du gouvernement de demander un effort que vous chiffrez-vous à 7 milliards, que le gouvernement chiffre à 4,6, 4,7 milliards, eh bien, c'était inacceptable. Inacceptable. Alors, au Sénat, nous avons fixé un plafond maximum, hors CNRACL, à 2 milliards d'euros. Concernant plus spécifiquement les communes, nous sommes conscients du rôle majeur que vous jouez pour la cohésion de notre pays, ainsi que pour notre économie. N'oublions pas qu'avec les intercommunalités, les départements et les régions, vous êtes 70% de l'investissement public et que l'État n'est que 30% de l'investissement public. Alors, je vais vous donner des nouvelles fraîches. La Commission des finances a validé hier ses propositions concernant le fameux DILICO que vous avez aimé particulièrement. Nous proposons que les communes en soient totalement exonérées. La Commission des finances l'a voté hier matin au Sénat. De même, concernant le fonds de compensation de la TVA, nous proposons pour toutes les collectivités que la restriction prévue de l'assiette soit supprimée. Les dépenses d'entretien des bâtiments publics, de voirie, d'entretien des réseaux sont ainsi réintégrées dans l'assiette du FCTVA, voté hier matin. Pour ce qui est de la diminution de la compensation de l'abattement, vous savez, de 50% sur les valeurs locatives industrielles, nous proposons de la réduire de moitié cette année pour la contribution foncière des entreprises, ce qui va bénéficier tant aux communes qu'aux intercommunalités. Nous proposons aussi de revenir, ça a été une réflexion et un débat, je dois vous le dire, sur la fusion des dotations d'investissement, afin de garantir aux communes rurales de continuer à bénéficier d'une dotation dédiée. Ça nous est paru extrêmement important que le mot équipement rural ne quitte pas. Le gouvernement proposait un fonds d'investissement territorial. Ça pouvait être séduisant, mais je dois vous dire que nous pensons que faire disparaître, j'allais dire, la dimension de la ruralité était sans doute une vraie faute, et la décision a été prise hier. Par contre, nous sommes favorables à l'instauration d'un guichet unique avec des dossiers instruits par le préfet de département et des attributions qui seront faites par une commission associant les élus, comme pour la DETR. Enfin, je vous rappelle que les communes et intercommunalités qui ont contribué au DILICO en 2025 se verront restituer en 2026 30% du montant du prélèvement fait cette année, qu'il n'est pas question de 5 ans et il n'est pas question de baisser à 80%. Il faut que l'État tienne sa parole. À force de ne jamais tenir nos paroles, plus personne ne nous croit, plus personne, j'allais dire, n'instaure une relation de confiance, et ça conduit à tous les populismes que nous connaissons et que nous rencontrons. Donc, les propositions du Sénat vont donc réduire d'1 milliard d'euros les efforts demandés aux communes, divisant ainsi par 3, si je prends les chiffres du gouvernement et pas vos chiffres, c'est bien plus que cela, divisant par 3
ce qui était prévu. Je n'aborderai pas les finances départementales, mais vous écoutant tout à l'heure parler de catastrophe climatique, Madame le maire, je voulais vous dire que la question des financements des SDIS, qui interviennent souvent, est aussi une réalité pour les départements. J'ai eu l'occasion d'échanger sur ce sujet au Congrès des départements à Albi. En parallèle, vous le savez, le Sénat mène depuis plusieurs années un combat contre l'amoncellement de normes qui paralysent toujours plus votre action et qui a un coût pour les collectivités. Vous avez tous en tête les chiffres du Conseil national d'évaluation des normes, 4 milliards 100 2022-2023 cumulés. Ainsi, en 2023, le Sénat a signé avec le gouvernement, sous l'impulsion de Françoise Gatel, une charte de simplification avec le gouvernement, un enjeu poursuivi par son successeur Bernard Delcros, que vous avez accueilli tout à l'heure, qui a organisé au printemps les assises de la simplification avec des engagements forts du Premier ministre d'alors. Ce travail a d'ailleurs abouti à la prise de 2 décrets par François Bayrou visant à élargir le pouvoir de dérogation des préfets et à renforcer leur autorité sur les services de l'État, qui m'apparaît essentiel. J'y reviendrai sur la décentralisation. À décentralisation enfin retrouvée, il faudra aussi un pouvoir territorial fort. Ainsi, nous nous battons pour revenir sur les normes trop coûteuses. Vous l'avez évoqué, la transition écologique, c'était le thème auquel j'ai assisté à la fin du débat, nécessite des investissements massifs de la part des collectivités territoriales. Pour répondre aux objectifs de neutralité carbone de la France à 2050, inscrits dans notre stratégie bas carbone, les communes et intercommunalités devraient investir près de 19 milliards d'euros par an jusqu'en 2030, selon une étude que vous avez faite, monsieur le directeur général de l'Institut de l'économie pour le climat. Dominique Faure, ancienne ministre, estimait à 5 milliards d'euros par an la mise aux normes énergétiques des écoles publiques, je le rappelle. Des montants difficilement tenables dans le contexte financier actuel. Alors oui, il faut faire les investissements nécessaires à la transition écologique. Oui, il faut mieux isoler nos bâtiments publics pour limiter les dépenses énergétiques. Mais il faut le faire avec réalisme, en fonction de nos moyens. Je vais emprunter au Berry un dicton, on fait quoi qu'on peut avec quoi qu'on a. Eh bien, quoi qu'on a, on n'en a pas beaucoup, et il faut qu'on fasse quoi qu'on peut. Voilà pourquoi le réalisme doit nous amener à arrêter de le faire sous la contrainte. Il faut faire confiance aux élus locaux dans la programmation de leur investissement. C'est vous, mes chers collègues, les acteurs de la transition écologique. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement de revenir sur les échéances du décret tertiaire. Le gouvernement s'y est engagé devant moi. Nous en attendons la traduction en un mot, vous l'avez compris. Notre objectif, c'est écrit sur vos murs, est de vous redonner de la liberté. Mais pour y parvenir, nous ne pouvons pas nous contenter de revenir sur quelques dispositifs. C'est au fond un changement d'esprit dont nous avons besoin. C'est renouer avec l'esprit des lois de décentralisation de 82, 83 et de 2003. L'objectif, faire confiance aux élus locaux en renouant avec cette décentralisation. Depuis 15 ans, notre pays, sous tous les gouvernements et toutes les sensibilités politiques, s'est recentralisé, à la fois au travers d'un contrôle accru des services de l'État sur vos projets, mais aussi au travers d'une baisse de votre autonomie fiscale et financière, dont la suppression de la taxe d'habitation a été le paroxysme. Depuis plusieurs années, le Sénat a réclamé ce nouvel acte de décentralisation. Déjà en 2020, Philippe Bas et Jean-Marie Bockel signaient un rapport intitulé « Pour le plein exercice des libertés locales ». 2023, nouveau rapport signé de Françoise Gatel, de Mathieu Darnaud, de François-Noël Buffet, mais le fruit d'un groupe transpartisan qui formulait 15 propositions pour rendre aux élus locaux leur pouvoir d'agir. Il y a eu aussi le rapport d'Éric Woerth, le rapport de Boris Ravignon. Alors, quand le Premier ministre a annoncé qu'il souhaitait un grand acte de décentralisation, il ne nous a pas fallu très longtemps pour répondre à sa demande. Mais attention à ne pas décevoir encore une fois. Je crois qu'il ne faut pas s'engager vers un grand Big Bang territorial qui n'aurait aucune chance d'aboutir.
Si on recommence nos débats sur le conseiller territorial, je vous garantis que dans 6 ans, on en parlera toujours de la même manière, que rien n'aura bougé. Il nous faut une loi simple, concrète, à horizon bref, qui aide les élus dans leur quotidien. Voilà pourquoi j'ai adressé le 31 octobre un rapport au Premier ministre dont le titre est clair, un nouvel acte de décentralisation pour redonner aux élus locaux la liberté d'agir. Voyez le même thème que votre congrès. Fruit d'un travail des groupes du Sénat, de la plateforme commune, ce rapport reprend notamment les grands principes édictés dans nos travaux précédents, complétés par les propositions faites par les associations d'élus, notamment l'AMF, que nous avons naturellement associé à nos réflexions. Dans l'esprit même du Sénat, les contributions des groupes minoritaires et d'opposition que nous avions reçues y ont été annexées. Les principes de ce rapport, libre administration et subsidiarité, sont au cœur de toute réforme. Les objectifs sont simples, redonner tout son ensemble à la libre administration des collectivités, en donnant corps au principe de subsidiarité, comme vous le réclamez l'Association des maires de France. Il faut gérer en proximité ce qui peut l'être. Pour cela, il est indispensable de renforcer le pouvoir réglementaire local et de vous redonner le pouvoir en matière, j'insiste, d'urbanisme et de construction, que vous avez perdu depuis 10 ans. L'expérience du maire de Rambouillet et celle de ma successeur me permet des comparaisons très concrètes. Nous pensons aussi qu'il faut retrouver une certaine souplesse dans la répartition des compétences en cas d'accord local au sein des intercommunalités, comme nous l'avons fait avec l'eau et l'assainissement, qui est redevenu une compétence facultative pour les communautés de communes qui ne l'avaient pas encore. En effet, nous sommes favorables à l'intercommunalité de projet. Quant aux communes nouvelles, nous y sommes favorables si ça se fait bien sûr sur la base du volontariat. Second sujet, la différenciation. Libre administration, subsidiarité, mais aussi différenciation. Le Sénat est favorable à l'inscription de la différenciation dans la Constitution. Nos territoires ne sont pas soumis aux mêmes problématiques et les réponses à y apporter ne peuvent pas être toutes semblables. Je pense, et je m'adresse à eux, à nos collectivités d'outre-mer, qui doivent pouvoir faire évoluer leur cadre institutionnel afin de disposer d'une plus grande liberté à agir. Je sais aussi l'importance dans nos outre-mer des difficultés structurelles qui freinent la réalisation des opérations et la consommation des crédits dans nos territoires, notamment en matière d'ingénierie publique, qui est un des grands sujets en outre-mer et pour lequel nous devrons apporter des réponses concrètes. Vous avez tout à l'heure, Madame le maire, évoqué la situation climatique. Je dois vous le dire, je l'ai dit devant les élus d'outre-mer lundi soir. Je ne comprends pas qu'il n'y ait aucun élu ultramarin à la conférence de Belém, à la COP 30, et que quelque part, les territoires qui sont les plus menacés par le changement climatique n'y soient pas représentés directement. J'ai dit ce que je pensais au gouvernement sur ce point. Troisième sujet, autonomie financière et fiscale à retrouver. J'ai évoqué la situation des finances publiques locales, les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. On voudra bien qu'un jour on réfléchisse. On ne peut pas être dans des territoires où 80% de la population ne contribue plus du tout et n'a plus de lien citoyen entre le service qui lui est rendu, l'Assemblée délibérante et, j'allais dire, donc, sur ce sujet, il faudra avoir un peu de courage. Nous estimons que globalement, notre système est totalement obsolète, qu'il est nécessaire de refondre le mode de financement des collectivités. C'est ce que nous proposons dans ce rapport. Oui, cette réforme passerait par 3 mesures qui nous paraissent importantes. Renforcer l'autonomie fiscale, je viens de lire. Attribuer les recettes en cohérence avec les compétences et les charges. Réformer la dotation globale de fonctionnement et les dispositifs de péréquation. Si je vous demande de m'expliquer comment est calculée la DGF aujourd'hui, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de vainqueurs. Eh oui, dans mon interrogation. Le Sénat propose également le réexamen régulier par le Parlement des ressources attribuées par l'État aux collectivités territoriales. Nous proposerons aussi une programmation pluriannuelle des dotations pour faire la programmation de vos investissements, notamment dans la transition écologique. Enfin,
à décentralisation forte, j'y reviens, il faut une déconcentration forte. C'est une position constante que nous avons. Il est indispensable de renforcer le rôle des préfets, notamment des préfets de département, sur les services de l'État et sur les multiples agences qui existent. Dans ce domaine, le rapport de la commission d'enquête sur l'agencification fait des propositions pour en rationaliser le nombre et faire des économies. Cette décentralisation, au fond, doit aboutir à une nouvelle manière d'aborder les relations entre l'État et les collectivités territoriales, dont le maître mot doit être la confiance. En effet, si nous voulons avoir des services plus efficaces pour nos concitoyens, il faut que l'État fasse confiance aux élus locaux et inscrive son action dans la simplification des procédures. Voilà pourquoi le couple maire-préfet, on l'évoque, on l'invoque souvent, il faut que ça devienne une vraie réalité. Liberté d'agir, confiance en les élus locaux, simplification, telles sont les clés d'une décentralisation réussie. Oui, nous devons effectivement plus que jamais nous appuyer sur la proximité pour régénérer notre démocratie. Monsieur le maire de Talence, vous le disiez tout à l'heure, vous êtes, en fait, qu'est-ce qui fait tenir la République en ce moment? Les 35 000 communes, les 104 départements, nos régions, nos collectivités ultramarines, quel qu'en soit le statut. Vous avez toujours répondu présent. Votre mandat, mes chers collègues, il a commencé en pleine crise du Covid. À un moment, il a été difficile parfois de rassembler, d'unir les nouvelles équipes municipales. C'était extrêmement complexe. Vous l'avez vu dans la gestion des problèmes du quotidien. C'est vous qui assurez le quotidien. On dit souvent que vous êtes les acteurs du premier kilomètre et pas comme je l'avais vu dans un rapport du dernier kilomètre. C'est, je dois le dire, une mission difficile. Le plus beau des mandats, j'ai pu l'éprouver pendant 3 décennies, celui de l'action, celui qui met l'humain. Et quand on regarde les analyses et les sondages, 69% des Français ont confiance en leur maire. On rêverait, quand on est parlementaire, d'avoir ce taux de confiance. Je vous le dis extrêmement clairement. Et près de 60% souhaitent que leur maire se représente et soit réélu. Je trouve que le compte est bon, puisque près de 60% d'entre vous envisagent de se représenter. Donc, il ne devrait pas y avoir de difficultés. Au fond, vous êtes des exemples en cette période d'instabilité. Alors, le Sénat reste mobilisé. Le 9 décembre, et j'ai mis mes intentions de prière pour les députés, vous devriez avoir enfin le statut de l'élu voté, proposition sénatoriale adoptée à l'unanimité, tous les groupes politiques. J'ai rencontré avant-hier le président de la commission de l'Assemblée nationale. La commission a eu le bon goût et la sagesse de l'adopter conforme en commission. J'espère que nos collègues députés pourront donner enfin ce statut de l'élu. Il y a un autre sujet que vous adorez, qui commence par un Z, qui se termine par un N, et qui, au milieu, la lettre A, qui ne signifie pas amour. Mais je dois vous dire que, par rapport à cela, le Sénat a travaillé, parce que, je dis devant le directeur, il ne faut pas non plus consommer n'importe comment le territoire, il faut être attentif à tout cela. Mais nous proposons que ça parte de la base, et non pas d'en haut. Et que donc, le projet de loi Trace, adopté au Sénat, il sera à l'Assemblée nationale en février. Nous avons aussi, en dialogue avec l'Assemblée nationale, vous savez, sécurité, finances et santé, c'est les 3 attentes les plus grandes, et je dirais santé et sécurité, de nos concitoyens dans nos collectivités. Oui, nous avons un texte entre Sénat et Assemblée nationale, entre la proposition de loi Imbert-Rochouan et la proposition de loi Garot à l'Assemblée nationale. Il va falloir que nous apportions des réponses pour améliorer l'accès aux soins dans les territoires. Je n'oublie pas la proposition de loi, oui, qui devrait venir demain pour permettre la simplification d'un certain nombre de normes d'une manière collective et ordonnancée au plan juridique du terme. Alors, pour conclure, cette année, nous fêtons les 150 ans du Sénat de la République, né en 1875. Alors, je vais choisir pour conclure le mot
de quelqu'un qui n'aimait guère qu'il y ait deux assemblées en France au départ de sa vie. Il s'appelait Gambetta et il a contribué à porter la République. Gambetta est devenu finalement l'ardent défenseur de la création du Sénat lorsqu'il comprend que le point de départ de cette deuxième chambre est, je le cite, ce qu'il y a de plus démocratique en France, ce qui constitue les entrailles mêmes de la démocratie, je le cite toujours, l'esprit communal. C'est-à-dire les 36 000 communes, c'était le nombre de l'époque, les 36 000 communes de France. Ce qui fait du Sénat, a-t-il dit dans son discours, le grand conseil des communes de France. Eh bien, merci de faire vivre cet esprit communal qui fait vivre la République et qui fait vivre notre pays. Vive les communes, vive la République et vive la France! Merci Gérard Larcher, merci Monsieur le Président du Sénat. On se retrouve en début d'après-midi ici pour la séance de clôture du Congrès. Mais d'ici là, n'oubliez pas d'aller voter. Vous prenez l'escalator jusqu'à la salle Marianne, c'est simple. Et puis, ça permettra comme ça l'évolution statutaire de l'association. N'oubliez pas d'aller voter. Merci.